Bonjour à toutes et tous. Je vous remercie chaleureusement de votre présence à la troisième et avant-dernière séance de notre séminaire consacré aux enjeux politiques des matériaux de construction. Donc, ce séminaire et cette séance est co-organisée avec le service de la science et de la technologie de l'ambassade de France au Japon, représenté aujourd'hui par Jean-Baptiste Borde, nouvel attaché pour la science et la technologie du pôle numérique, matériaux et sciences pour l'ingénieur de l'ambassade, qui nous fait l'honneur d'ouvrir cette séance. Jean-Baptiste, je t'en prie, la parole est à toi. Bonjour à toutes et tous, je suis Jean-Baptiste Borde, comme l'a dit Raphaël, attaché pour la science et la technologie au pôle numérique, matériaux et sciences de l'ingénieur à l'ambassade de France à Tokyo. Je suis très heureux de dire quelques mots pour l'ouverture de cette troisième session d'un cycle de 4 conférences consacrées au thème d'une grande actualité qui est celui des enjeux politiques des matériaux de construction. La session qui nous intéresse aujourd'hui s'intitule « Extraire et produire les matériaux de construction, les enjeux d'une géographie invisible ». C'est un sujet très original et particulièrement intéressant qui fait suite à une session qui s'est déroulée en mai de cette année, intitulée « Les matériaux de construction des dispositifs sociotechniques à leurs enjeux politiques » et une session à la mi-juillet intitulée « Les matériaux de construction des ressources indispensables au régime politique ». Le service pour la science et la technologie de l'ambassade de France au Japon est particulièrement heureux de soutenir ce cycle de webinaires. Tout d'abord pour la grande qualité des experts qui interviennent ainsi que leur complémentarité, mais aussi plus généralement car ils abordent les thématiques à la fois sous un angle technique, au sens de la science des matériaux, et aussi sous un angle sciences humaines et sociales, et également avec des approches qui proviennent de différents pays. Et je pense que c'est vraiment une approche qui est moderne et que c'est la martingale gagnante, car aujourd'hui, dans notre monde très complexe, il est de plus en plus difficile de traiter les sujets en les projetant selon une seule discipline ou selon une seule culture. Je remercie donc l'ensemble des intervenants du séminaire pour leur disponibilité et pour nous apporter aujourd'hui leur expertise. Je remercie l'IFRJ MFJ pour le travail d'organisation qui a été mené et plus généralement, je remercie toutes les personnes qui ont contribué à cette série de webinaires et notamment le réseau scientifique thématique Japarchi. Je souhaite un débat fructueux et nourri en espérant qu'il permettra d'initier des dialogues entre experts qui pourront éventuellement, je l'espère, déboucher, qui sait, sur des collaborations. Merci beaucoup et excellent webinaire. Merci beaucoup, Jean-Baptiste, pour ces mots d'introduction. Alors, pour préciser un peu les choses, nous interrogeons dans cette troisième séance les dimensions territoriales et spatiales des dynamiques de production des matériaux. Souvent invisibles car lointains et hors de portée des horizons urbains où pourtant sont accumulés les matériaux sous la forme de bâtis et d'infrastructures, les territoires de production des matériaux connaissent des transformations parfois radicales. Bien que l'attention du grand public soit focalisée surtout sur les enjeux environnementaux et sociaux, d'autres enjeux tout aussi fondamentaux participent de la grande transformation des territoires de production des matériaux. On peut évoquer par exemple des enjeux juridiques avec les changements d'affectation des sols ou des régimes d'exploitation des ressources, des enjeux politiques ou encore des enjeux culturels. Les conséquences de ces changements des territoires de production des matériaux, directement en lien avec la transformation des façons de construire les territoires urbains, sont souvent sociales, mais aussi paysagères et environnementales. Cette séance cherche ainsi à rendre visibles de très vastes portions de territoire occultées par la spectaculaire matérialité des environnements bâtis urbains qui sont pourtant en superficie très réduits. Après cette présentation, nous restons dans la thématique du sujet en changeant complètement de matériaux avec la question du kaolin qui se trouve être dans les matériaux de construction, mais aussi bien sûr dans tout l'électronique embarquée et qui pose de plus en plus question de nos jours. Et du coup, le très grand plaisir d'accueillir Lise Serra, professeure à l'Université de La Réunion, qui nous présentera ses travaux sur cette question. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Donc, merci de m'accueillir. Je suis Lise Serra, architecte, docteur en urbanisme et aménagement de l'Université de Paris-Nanterre. Je suis actuellement maître de conférence, et non pas professeur, à l'Université de La Réunion, où j'enseigne l'urbanisme dans un département de génie civil. Et vous verrez que ça me va bien. Donc, mes recherches portent sur les chantiers de construction et leur relation à la ville. Et ce que je vais présenter ici est une suite de ce travail en poursuivant mes recherches à l'extérieur des limites du chantier, d'où viennent
les matériaux de chantier? Quand sait-on? Comment choisit-on? Et donc, c'est les questions auxquelles je vais essayer de trouver des façons de répondre. Donc, je vais vous parler à partir de 2 expériences successives. D'une part, la base de cette présentation correspond à un article intitulé « Des conséquences mortelles du choix des acheteurs dans la filière du bâtiment, étude de cas de la céramique sanitaire ». Cet article a été publié en 2019 dans la revue espagnole Culture et il était issu d'un travail de recherche mené entre 2018 et 2019. Une seconde expérience d'une résidence scientifique en juin 2022 à Saint-Étienne, dans la Loire, en France, dont est tirée la photo de ma présentation générale, me permettra d'éclairer le sujet de l'ouverture de nos débats au grand public. Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. C'est important pour moi de remettre ces valeurs fondamentales à l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme en exergue et en amont de notre recherche et de mes recherches. Effectivement, derrière les façades de la ville, des milliers de mètres cubes de béton, de plâtre, de carreaux de ciment abritent les citadins. Des lits, des armoires, des baignoires, des cuvettes de toilettes sont utilisés quotidiennement par tous les foyers urbains. La ville est dans ce sens, et dans tous les pays, le lieu de concentration de matières, de matériaux et de matériel issus du monde entier. Or, beaucoup de ces éléments parcourent un circuit qui peut être rythmé par des risques d'accidents du travail plus ou moins graves, voire mortels. L'information de ces risques, par contre, circule moins facilement que les matériaux eux-mêmes. Les donneurs d'ordre, les maîtres d'ouvrage, du secteur du bâtiment, autant que les individus qui font des travaux, vous, moi, font des choix en grande partie inconscients et non informés. Ma première hypothèse est que les informations sur la mondialisation des ressources planétaires peuvent permettre de préciser les critères de choix des donneurs d'ordre, de nous, quand on mène un chantier. Connaître, analyser, comprendre la circulation complète des matériaux permettrait alors de construire en pleine conscience. Et c'est le premier objectif de ce travail de recherche, améliorer la compréhension sur la circulation d'un type de matériau, en l'occurrence un matériau composite spécifique, la céramique sanitaire. Pourquoi la céramique sanitaire? Je ne suis pas sûre de l'avoir dit après. D'abord parce qu'on en a tous près de chez nous. On a tous, au moins régulièrement, eu l'usage d'un lavabo, d'une douche en céramique. Et aussi parce qu'on n'est pas obligé d'utiliser la céramique pour répondre aux questions sanitaires. On peut faire un lavabo en bois, une douche en béton, etc. Donc, c'est à la fois extrêmement répandu et à la fois remplaçable. Le croisement des données. Donc, pour réfléchir à ça, j'ai croisé 3 sources principales concernant la production des matières premières nécessaires à la fabrication de la céramique sanitaire, donc de quoi on a besoin et d'où ça vient, les statistiques de l'Organisation internationale du travail et la ratification du protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels adopté par l'Assemblée générale des Nations unies en 2008, qui permet d'assurer le respect de la Convention des droits de l'homme et de l'universalité des droits de l'homme. Le croisement de ces 3 sources doit me permettre d'évaluer le risque d'accident mortel lié à l'extraction du minerai au sein des pays producteurs. Donc, ceci n'est pas un travail de journalisme d'investigation et je ne pointe pas du doigt telle ou telle entreprise. J'essaye d'avoir une vision globale et du coup statistique sur les risques liés à cette filière. Donc, cette première hypothèse se base également sur une hypothèse non dite. Les donneurs d'ordre ne connaissent pas l'origine des matériaux employés. Et c'est l'objet de la résidence scientifique que j'ai menée à Saint-Étienne en juin 2022 et dont j'exposerai les résultats ici. En termes de méthode… Excusez-moi, on ne voit pas défiler le PowerPoint, on est toujours non, à la page 2. Non, c'est normal, il y a très peu de diapos. D'accord. Parfait. C'était des réactions du public, donc parfait. Très bien, merci. Donc, en termes de méthode, au sein du domaine de recherche lié à l'analyse du cycle de vie, puis à l'analyse sociale du cycle de vie, les travaux se partagent entre des analyses par filière, par matériaux spécifiques,
et des analyses méthodologiques pour améliorer la fiabilité de ces analyses. Donc moi, je souhaite proposer de limiter l'analyse à la fois par le type de matériaux étudiés et le type de critères analysés. En effet, l'analyse du cycle de vie, telle que fondée dans les années 60, s'appuie principalement sur un bilan carbone statistique avec l'objectif de comparer des matériaux et des objets entre eux et donc limitant les risques extrêmes. Donc la statistique amène à une moyenne qui rend invisibles les risques extrêmes tels que les risques de mortalité. Dès 1975, Paul Samuelson propose d'évaluer la sécurité sociale au sein du modèle d'analyse du cycle de vie. Et ces premières propositions ont ensuite donné lieu à des travaux réguliers et à un journal spécialisé, The International Journal of Life Cycle Assessment. Et donc maintenant, ce domaine de recherche est assez dynamique. Et en suivant ces modèles, je retiendrai un seul critère qui est celui de la valeur de la vie d'un homme comme élément trop important pour être relativisé et compris comme un point statistique parmi d'autres. Donc, le risque d'accident mortel lié au travail est le seul étudié ici, le seul critère de cette étude. La méthode d'évaluation de la sécurité et de la santé au travail fait l'objet d'une des 33 fiches du guide Methodological Cheats for Subcategories in Social Life Cycle Assessment, publié en 2013, 33 fiches qui représentent un travail colossal si on veut répondre à tous les critères de chacune de ces fiches. Et donc, vous voyez que je retiens une seule de ces fiches et à l'intérieur de ces fiches, un seul de ces critères. L'évaluation et la réduction des risques professionnels par la surveillance et l'amélioration du milieu du travail font partie du plan d'action mondial pour la santé des travailleurs porté par l'Assemblée mondiale de la santé sous une résolution de 2007. Ensuite, parmi la grande diversité des matériaux mis en œuvre dans un bâtiment, le béton, l'acier, la brique ou le bois sont des éléments qui sont plus importants en termes de volume et de matière. Et cependant, ces éléments sont aussi les mieux connus. Donc, le bois a été traité aujourd'hui, d'une part, et pour certains, représentent des filières très opaques, comme notamment le béton avec le sable. Et là-dessus, de plus en plus de sujets et d'études apparaissent, notamment sur l'extraction illégale du sable à grande échelle, dénoncée aujourd'hui. Et pour ceux que ça intéresse, il y a eu un ensemble d'articles au mois de septembre qui sont sortis par Le Monde. Donc, ça commence à apparaître au grand jour et auprès du grand public. D'autres éléments composent un habitat standard, matériaux de seconde œuvre, mobilier sanitaire. Et donc, la céramique sanitaire permet d'abord une approche symbolique de l'analyse du cycle de vie. Est-on d'accord de se laver tous les matins dans un lavabo qui suppose peut-être la mort d'un homme ou le travail d'un enfant? Et dans un deuxième temps, le nombre réduit, donc d'un point de vue plus opérationnel, le nombre réduit de minerais permet une étude rapide de la filière. La céramique sanitaire est en effet composée de 3 minerais principaux, le kaolin à hauteur de 50%, le feldspath et le quartz, chacun à hauteur de 25%. Donc la question posée en introduction suppose également de connaître le risque d'accident mortel durant l'extraction de ces minerais. L'Organisation internationale du travail, l'OIT, propose un classement du nombre de morts par année, par pays et par secteur économique. Ces chiffres sont issus de données des administrations d'État et des sociétés d'assurance et ils couvrent uniquement les travailleurs déclarés et assurés. Donc vous voyez là qu'il y a encore un certain nombre de biais. Le travail illégal n'entre pas dans ces chiffres et les travaux et le travail non déclaré, que ce soit par les entreprises, par les assurances ou par les États, n'apparaît pas non plus. Une deuxième recherche a donc porté sur les conventions, pactes et protocoles internationaux qui concernent la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs. Si ce pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels adopté par l'Assemblée générale des Nations unies en 1976 et renforcé par une convention de 1981, va démontrer la volonté de chaque pays de s'engager pour la protection de ses travailleurs ou non. Et donc, on verra les cartes plus loin qui vont croiser ces données. Autre élément de méthode, afin de questionner la connaissance du grand public de l'origine des matériaux, j'ai passé une semaine dans un local vitré qui ressemble à un magasin,
qui s'appelle Le Magasin à Saint-Étienne pour questionner les passants. Donc ça, je vous montrerai plus tard. Donc, en termes de résultats, la céramique sanitaire, ça revient de minerais extraits à ciel ouvert dans des mines réparties sur l'ensemble du globe. Donc, les objets sanitaires en céramique vitrifiée sont produits par moulage et double cuisson d'une pâte céramique issue principalement des minerais de kaolin de quartz, le quartz dans la silice cristalline, et de feldspath. Donc, ce schéma décrit simplement le fait qu'on extrait du minerai, qu'il est transporté par voie de terre et souvent de mer, qu'il est transformé, retransporté, mis en stockage dans un ou plusieurs magasins successifs, transporté et enfin installé dans son lieu définitif. Donc, le kaolin est un matériau argileux silicaté largement répandu, extrait en mine à ciel ouvert. L'argile meuble est extraite par pelle mécanique et transportée par camion minier à l'usine de préparation. Donc, vous avez en tête des grandes mines à ciel ouvert, des énormes camions, des énormes pelles qui avancent et qui reculent, et des camions qui vont ensuite récupérer le minerai et l'emmener à l'usine. Le quartz est un minerai très abondant, principalement extrait en mine à ciel ouvert également. Les gisements de sable de silice sont normalement exploités en carrière et les engins de type bulldozer retournent la terre pour exposer le quartz. Les explosifs qui représentent un danger au niveau du travail sont assez peu utilisés. Et une fois le quartz exposé, les équipes à pied l'extraient à l'aide de pioches et de burins. Donc là, on a déjà un niveau de dangerosité du travail supérieur. Enfin, les feldspaths sont présents dans les roches magmatiques et considérés comme abondants. L'extraction se fait dans des mines à ciel ouvert également. Donc, l'importance de la mine à ciel ouvert réduit énormément le risque par rapport aux mines souterraines. L'abattage est le plus souvent réalisé à l'explosif. Donc, on augmente le risque de dangerosité du travail d'extraction. Les minerais broyés sont mélangés au sein des usines de production de céramique sanitaire pour l'obtention, donc ces 3 minerais sont mélangés pour l'obtention de la pâte céramique, qui s'appelle aussi barbotine, qui est ensuite moulée, cuite une première fois, puis recuite et vitrifiée. La barbotine est donc un mélange de ces 3 produits sur la base de l'expérience du fabricant. Et la valeur économique des recettes, donc à quel pourcentage exactement je mets de kaolin, de quartz et de feldspath, et éventuellement à l'intérieur de ces minerais, de quelles mines différentes je prends mes matériaux qui seront un peu plus ci ou un peu plus ça, un peu plus fin, un peu plus grossier, un peu plus blanc, un peu plus rouge. Et donc, il y a une recette qui sont considérées comme donnant la qualité de la céramique sanitaire et qui donc sont secrètes puisque concurrentielles. Le secret de ces recettes crée un premier frein à la traçabilité du point de vue de l'observateur extérieur. Alors, les pays producteurs sont référencés dans la carte mondiale ci-dessous, permettant de constater la répartition des mines sur l'ensemble du continent. Donc, en blanc, les pays dans lesquels il n'y a pas ou dans lesquels les principales mines des trois minerais ne sont pas présentes. Et ensuite, un petit travail artistique. En jaune, là où c'est principalement du kaolin, en rouge, du quartz, en bleu, du feldspath. Vous mélangez les couleurs. En orange, vous avez kaolin et quartz. En vert, kaolin, feldspath. En violet, quartz et feldspath. Et en marron, ceux qui produisent beaucoup des 3. Donc, les principaux, les États-Unis, le Brésil, en Europe, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, l'Égypte, la Turquie, qui sont les principaux pays qui extraient les 3 minéraux. Et donc ici, la même chose en tableau, où vous reprenez nommément les principaux pays. Donc les chiffres varient selon les recensements. Donc on est en gros entre 2007 et 2017. Mais on va supposer que les chiffres, la hiérarchie reste stable.
Donc, quels sont les risques à prendre en compte que l'on retrouve dans les différents processus? D'abord, le transport, vous avez vu, et j'ai choisi de l'exclure parce que les risques sont transversaux à l'ensemble du marché économique planétaire et ne sont pas spécifiques à l'industrie de la céramique sanitaire. Le transport correspond d'une part au transport des matériaux, mais on peut ajouter aussi le transport des ouvriers et toute la question des accidents de la route qui va se renforcer, mais qui est transversale. La mise en œuvre sur les chantiers, au sein de l'Union européenne, elle présente des risques limités et dont la dangerosité a très fortement diminué au cours du XXe siècle. La distribution des matériaux, qui présente un risque très faible d'accidents mortels liés à l'activité d'achat ou de vente, a priori. La volatilité des matériaux, effectivement, en usine, les matériaux dégagent une fine poussière susceptible d'être nocive, mais a priori, le port d'un masque suffit à assurer la santé des travailleurs. La cuisson et la haute température que constitue l'ambiance qui constitue une ambiance qui s'apparente à celle des fonderies et du coup qui sont inhérents à toutes les industries de haute température. Les évolutions du droit du travail et de son application en Europe ont permis, là encore, de réduire considérablement les accidents mortels. Et donc, les usines présentes en dehors de l'Union européenne devraient être analysées individuellement. Enfin, la phase d'extraction, qui elle est répartie sur toute la planète, représente la phase la plus dangereuse du processus en termes de risque d'accident du travail. La circulation d'engins de très grande dimension. L'usage d'explosifs représente les principaux risques d'accident. Et cette phase d'extraction est d'ailleurs non référencée dans le document de référence sur les meilleures techniques de fabrication de céramique proposé par la Commission européenne et datant de 2007. Donc, on sait que c'est un moment dangereux et pour l'instant, on ferme les yeux. Donc ensuite, quelle est la prise en compte de la qualité de vie au travail dans les différents pays producteurs? Alors, cette carte présente dans les tons variant du jaune au rouge foncé les chiffres de l'OIT qui concernent le nombre de morts annuels moyens pour 100 000 travailleurs dans le secteur minier, c'est-à-dire dans l'ensemble du secteur minier, entre 2008 et 2017. Et en bleu, les pays non référencés par l'OIT, mais ayant ou non signé le pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966, puis la ratification de 2008. Et donc, ceux qui sont les pays en bleu foncé, donc vers la Malaisie, là-bas, n'ont par exemple ni signé la Convention 76 ni le protocole de 2013. La grande majorité des pays, Canada, Brésil, Chine, etc., Russie, ont signé la Convention de 76 mais n'ont pas ratifié en 2013. Et c'est pas le Venezuela, c'est à côté, a signé la Convention de 76 et le protocole de 2013. Et ceux qui sont en rouge, c'est qu'ils ont effectivement, qui communiquent leurs chiffres à l'OIT. Et donc, il y a une volonté de transparence à l'échelle nationale. Donc, les biais de cette carte concernent principalement l'étendue du secteur minier, comprenant l'ensemble des mines d'extraction de minerais précieux et semi-précieux, autant que des minerais plus courants, des mines souterraines comme les mines à ciel ouvert, et donc ne sont pas spécifiques. Donc, a priori, par rapport à ça, l'extraction des minerais qui nous intéressent sont plutôt parmi les moins dangereux. Et donc là, les chiffres sont plutôt plus élevés que ce qu'on devrait avoir a priori sur nos mines qui nous intéressent. Cela dit, ce à quoi nous sert cette carte, ça nous permet de dire que les pays qui présentent dans leur globalité un nombre de morts très faible, donc globalement les pays de l'Europe, peuvent être considérés comme respectueux du droit à la vie de tous les hommes travaillant légalement, encore une fois, sur leur sol. Ça ne signifie pas que dans les pays présentant des taux de mortalité élevés, les travailleurs embauchés spécifiquement dans les mines de kaolin soient particulièrement exposés à un risque d'accident mortel. Ça, c'est le biais. Ça signifie uniquement qu'au niveau de l'État, les engagements ne sont pas encore pris pour orienter toutes les pratiques d'extraction minière vers le risque létal zéro. Donc, vous voyez bien la différence entre ce que peut faire un chercheur derrière son ordinateur
par rapport à ce que ferait un journaliste d'investigation en allant sur place, par exemple. Donc ça, c'est en juin dernier. J'ai complété cette enquête par un dispositif original de résidence scientifique, dans un endroit où plutôt ce sont des résidences artistiques. Le lieu est un magasin de résidence chorégraphique mené par un danseur et chorégraphe à l'intérieur de la ville, avec qui voilà, on a des liens de travail et d'amitié, et à qui j'ai proposé cette résidence. Donc, j'ai commencé jour 1 par dessiner la carte du monde sur la vitrine, et au milieu, cette petite vignette de maison qui est une vignette issue du Larousse illustré, donc la maison typique, le pavillon d'habitation typique français, voilà, qu'avec un toit en pente, des tuiles, au moins des fondations en béton, des murs en moellon, une charpente en bois, etc. Et donc, dans la semaine, une vingtaine de personnes sont passées au magasin. Certains qui étaient professionnels du bâtiment et qui connaissaient les filières principales avec lesquelles ils travaillaient. Par exemple, une dame qui était vendeuse chez Point P, qui est une grande surface de matériaux de construction et qui était vendeuse au rayon carrelage. Donc, elle connaissait bien la question du carrelage. Ou encore quelqu'un qui était ingénieur territorial et qui connaissait assez bien localement autour de Saint-Étienne la présence des carrières, des forêts, puisqu'il était en charge du développement durable localement. Ensuite, j'ai eu plusieurs habitants de Saint-Étienne qui étaient immigrés de différents pays à l'âge adulte. Et là, eux connaissaient bien les richesses de leur pays d'origine et des pays voisins, ayant le plus souvent dans leur cercle familial ou amical quelqu'un qui travaillait dans l'extraction ou en lien avec ce secteur. Et donc, c'est ainsi que j'ai pu décrire assez finement. Donc là, c'est le jour 5. Vous voyez toutes les annotations là, que je ne cherche pas à vous montrer. Mais vous voyez que là, l'Afrique de l'Ouest est extrêmement détaillée, effectivement, parce que quelqu'un m'a dit, bah oui, mon cousin travaille là, et donc tel minerai vient de tel pays, etc., de façon très détaillée. Et enfin, certains visiteurs, ayant eux-mêmes réalisé des travaux, pouvaient me dire d'où venait tel carreau de ciment traditionnel, tel luminaire en osier, etc. La réponse à une première hypothèse qui était que les maîtres d'ouvrage ne connaissent pas l'origine des matériaux, cette hypothèse est invalide. Effectivement, les gens connaissent un certain nombre de choses, mais ce sont des connaissances qui sont très partielles, orientées le plus souvent vers des qualités positives. Elles mettent en valeur les richesses d'un pays, d'une région que l'on aime. Elles rendent compte de l'origine historique d'un lieu de production et sont souvent largement déconnectées du flux majoritaire des matériaux. C'est la connaissance fine des carreaux de ciment, par exemple, qui sont un matériau de parement extrêmement coûteux et assez peu représentatif du secteur du bâtiment. Donc, j'en arrive à la discussion. La méconnaissance des zones d'extraction ainsi que des processus de transformation et de la circulation planétaire des matériaux du bâtiment semble tout de même réelle. De plus, après analyse, les principaux pays producteurs présentent des caractéristiques inégales en termes de nombre de morts annuelles dans le secteur minier. Donc, les risques de mortalité, de presque nuls à beaucoup trop, sont très divers, montrant l'absence de lien direct entre dangerosité du secteur économique minier et gestion du risque fatal. Le cas de l'Allemagne ou de l'Espagne apporte la preuve qu'il est possible de produire du minerai de façon industrielle sans mettre en danger les travailleurs de ce secteur. Les pays signataires du protocole optionnel lié au pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies sont aussi les moins touchés en termes de risque minier létal. Au contraire, les pays les plus meurtriers ne sont pas signataires de ces protocoles. Et l'absence de données pour la moitié des pays principaux producteurs montre l'opacité forte qu'il existe aujourd'hui dans ce domaine. Ainsi, dans l'idéal, les donneurs d'ordre devraient éviter les matériaux issus des pays présentant un nombre de morts élevé, ainsi que des pays ne communiquant pas sur le nombre de morts par secteur, dans l'attente d'une amélioration importante et globale des conditions d'extraction. Les États-Unis, l'Espagne et l'Italie sont des pays reconnus dans la production industrielle de matériaux de construction, notamment en termes de céramique,
le groupe familial espagnol Roca est en 1999 à la 2e place sur le marché mondial derrière American Standard. Et ces 3 pays, donc les États-Unis, l'Espagne et l'Italie, sont des producteurs importants des 3 types de minerais. Et pourtant, ils présentent un taux annuel de mortalité rapporté à 100 000 habitants très élevé. 15,4 pour 100 000 habitants aux États-Unis, 16,4 en Italie et 25,9 en Espagne. La filière céramique peut donc être considérée comme une filière à risque et les donneurs d'ordre ont actuellement peu de choix pour envisager des constructions respectant réellement les droits de tous. Alors, quelles sont les alternatives selon votre position sur le marché de la céramique sanitaire? Donc, si vous êtes donneur d'ordre, ne pas faire appel aux majors du secteur économique. Cela représente un travail de recherche plus important qui nécessite de se tourner vers des entreprises plus petites, moins reconnues, avec un catalogue moins fourni et peut-être un débit moins important, mais qui, parce qu'il y a dialogue, permet une meilleure traçabilité de l'ensemble de la filière. Si vous êtes producteur de mobilier sanitaire, l'idéal serait de décrire de façon très détaillée l'origine des matériaux et de produire les données chiffrées concernant les taux de mortalité à toutes les étapes de production pour répondre à un donneur d'ordre exigeant en termes d'éthique et de respect du droit de tous les hommes. Si vous êtes à la fois représentant d'un État ou tout simplement consommateur, pour l'instant, la seule chose qu'on peut faire, c'est être attentif à la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. En effet, les principales sociétés européennes d'extraction de minerais sont cotées en bourse. Et pour elles, les accidents mortels sont considérés comme gravissimes et de fait restent relativement rares. Elles ont l'obligation de publier ces rapports de responsabilité sociale et environnementale qui affichent les mesures de sécurité en cours et à venir pour réduire encore le risque d'accidents mortels et non mortels. Enfin, si vous êtes une association de consommateurs ou un chercheur, on peut aussi inventer des labels pour protéger la vie des travailleurs. Il existe actuellement des labels dans le secteur du bâtiment qui protègent principalement l'environnement planétaire. Nature Plus, Ange Bleu, Écolabel européen, Green Building Sustainable, HQE, etc. Les usagers du bâtiment et les travailleurs du chantier de construction sur le site de construction sont protégés également par un certain nombre de chartes et de démarches, HQE, BIM, la certification LEED, le label Green Mark, la démarche indienne GRI-A, le référentiel LEED, NAM, etc. Mais aucun label ne s'applique à la qualité de vie des travailleurs sur l'ensemble de la filière du bâtiment. La possibilité d'un tel label souligne uniquement la quasi-absence de risque mortel au cours de processus d'extraction, de transformation, de fabrication, pourrait permettre aux maîtres d'ouvrage de s'engager à respecter l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, que j'ai mis en exergue au début. Ce type de label, nécessitant la mise en place de bases de données ouvertes et transparentes, pourrait être intégré dans des cahiers des charges des marchés publics et privés. Enfin, et là c'est plutôt tourné vers les architectes, on peut aussi mener des expérimentations, intégrer le risque mortel comme critère de choix dans un marché public, discuter ainsi avec le tribunal administratif, les conseils d'État, le Conseil de l'Europe, sur la base d'un exemple concret avec un maître d'ouvrage engagé et médiatiser ce prototype pour donner envie à d'autres acteurs de s'engager. Une autre expérimentation pourrait concerner la transformation profonde de la filière de production de céramique sanitaire localement en favorisant le recyclage d'éléments sanitaires hors d'usage sur le territoire. Et donc là, on déplace la question éthique à l'échelle mondiale liée au risque d'accident mortel à une question liée au circuit court et à l'autonomie d'un territoire. En conclusion, et c'est rapide, le sujet soulève une question éthique forte que ne se posent actuellement pas les maîtres d'ouvrage, les acheteurs et de façon généralement les citadins. Pourtant, les entretiens menés lors de l'enquête en juillet à Saint-Étienne montrent que lorsque la question est posée, son écho est réel. Personne ne va vous dire « je m'en fiche ». La communauté scientifique s'intéresse également de plus en plus à ces sujets, et notamment le numéro spécial de la revue Ressources sur l'analyse sociale du cycle de vie est paru en septembre 2019 sous la direction de Maria Traverso. Et l'espoir existe, puisqu'il existe déjà des pays qui permettent l'extraction et la fabrication de céramique sanitaire dans le respect des droits de l'homme. J'en ai fini. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Lise Serra, pour votre présentation absolument passionnante et en particulier la conclusion, si je la reformule dans des termes un peu différents, qui veut que les termes de la question éthique changent en fonction de l'échelle à laquelle on pense les territoires et les circuits de production et d'utilisation des matériaux de construction est quelque chose de tout à fait inattendu, mais finalement, en même temps, tout à fait logique. Voilà, je vous remercie, vous souhaite une bonne soirée et vous dis à très bientôt.